Oui. Le pays réel, là, c'est bien les familles, les métiers, les gens peuvent instrumentaliser un seul système quelque part. Est-ce que le pays réel peut instrumentaliser le système? C'est une question. De quelle manière? Enfin, de quelle, à quoi songez-vous? Au niveau des élections, par exemple. Ah oui. Au niveau des élections. Ah, j'ai déjà entendu cette théorie. C'est-à-dire, on entre dans les partis existants, on fait de l'entrisme. Non, et on y prend le pouvoir. Non, c'est ça. Je ne parlais pas forcément de ça. De toute façon, le pouvoir, on ne l'a pas dans les actes politiques. Et à mon avis, on n'aura pas de toute façon dans les années à venir. Mais comment ce pays réel peut faire profit des aspects, entre guillemets, positifs en termes de représentation pour justement contribuer à cette tâche de survie que vous avez évoquée? Je suis assez méfiant sur tout ça parce que les règles sont faites pour empêcher le pays réel de faire ce que vous dites. Et le jour où le pays réel aura peut-être de ce point de vue une carte à jouer, eh bien les règles seront changées pour qu'ils n'y parviennent pas. Je ne crois pas que ce soit le bon terrain. Je ne crois pas que ce soit le bon terrain. Quel est le bon terrain? Le bon terrain, selon moi, il faut reprendre la hiérarchie des priorités. Il est d'abord spirituel. Ensuite, il est culturel. Il faut mener cette action culturelle, réveiller les esprits, transmettre, faire connaître voilà, ce que font les uns et les autres ici, avec votre site, le Rouge et le Noir. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau aujourd'hui avec Internet, et d'ailleurs qui inquiète tellement les gens qui sont aux affaires qu'ils songent finalement à rétablir la censure. C'est que un certain nombre de personnalités se servent d'Internet comme d'une tribune, et finalement ils ont en quelques jours beaucoup plus d'écho que le présentateur du journal télévisé, que plus personne n'écoute. C'est inaudible, et puis ça n'intéresse plus personne, et puis de toute manière, tout le monde a bien compris que ce qui est montré est ce que l'on veut nous montrer, et non pas la réalité de ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, les gens se tournent vers d'autres moyens d'information qui, jusque-là, existaient peu, ou étaient peu connus ou peu accessibles. Et maintenant, avec Internet, eh bien, on a des particuliers qui peuvent, des personnalités, je pense notamment à cette personne qui s'occupe de la journée de retraite de l'école. Bon. Quand elle fait une conférence sur Internet, il y a 2 millions ou 2,5 millions de personnes qui voient ce qu'elle dit. C'est considérable. Évidemment, c'est un pouvoir énorme. Un pouvoir énorme. Et évidemment, l'action passe aussi par là. Elle passe par là. Alors il faut faire preuve d'imagination, d'inventivité. Il ne s'agit pas que tout le monde fasse la même chose. Et ce qui est très bien, c'est que justement, chacun prend son initiative. L'un fait une conférence de 3/4 d'heure sur Internet, les autres tiennent un site, les troisièmes font autre chose. Bon, et tout ça s'additionne, et tout ça va dans le même sens. Donc il faut déjà mener ce combat spirituel et culturel qui porte certains fruits. Parce que le réveil actuel, qui est visible dans la population, ce réveil, il était difficilement imaginable il y a 18 mois. Difficilement imaginable. Je viens au début des manifestations pour défendre le mariage. Après la première manifestation du mois de novembre, une nouvelle manifestation était annoncée. Et je me souviens dans une conversation avoir dit à l'un de mes amis, il faudrait qu'on soit 500 000 la fois prochaine. Et je pensais, intérieurement, mais 500 000, il va falloir vraiment cravacher pour y arriver. C'est pas gagné, dans l'état actuel du pays. Bon, résultat, on a été beaucoup plus nombreux. Et 3 fois de suite. C'était inimaginable. Alors il y a là un réveil, il y a là quelque chose qui se passe, qu'il faut encourager. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces expressions de résistance, de mécontentement,
se maintiennent dans la durée et se renouvellent. Chaque mois, il y a quelque chose de nouveau qui surgit et qui reprend en partie, et puis qui parle d'autres choses. Et tous ces mécontentements s'additionnent. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Donc il faut... Alors en ce moment, ce qu'il faut, c'est notamment se battre pour la transmission à l'égard des plus jeunes et pour préserver les enfants des expériences que l'on veut tenter sur eux. Voilà. Alors ça, c'est absolument prioritaire. Parce que là, il est question de l'avenir. Voilà. Question de l'avenir. Alors après, je pense à cela, je pense à ces enfants qui sont maltraités dans les écoles par leur instituteur, par leur directeur, parce que les parents les ont retirés de l'école pendant une journée. Ça, ce sont des moments qui sont très désagréables, mais regardons les choses de manière cynique. Ce petit garçon de 10 ans, il est vacciné pour 50 ans. Voilà, ça va le marquer pour longtemps. Et là, on a marqué des points. Voilà, nos ennemis en ce moment travaillent bien pour nous. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils travaillent bien pour nous. Voilà. Est-ce que vous voulez demander si vous établissiez une différence entre la loi naturelle et le droit naturel? Une distinction? Alors, il y a une différence. La loi naturelle renvoie à la philosophie stoïcienne. Voilà. Renvoie à la philosophie stoïcienne. C'est d'ailleurs pour ça que Cicéron utilise cette expression. Et le droit naturel renvoie à une notion qui ne limite pas le droit à la loi. Voilà. Beaucoup plus large. Voilà. Et ça renvoie à une vision plus aristotélicienne. Voilà. Moi, je préfère utiliser l'expression droit naturel. À l'usage maintenant, si on utilise l'expression droit naturel, ce qui compte, c'est de défendre ce dont on parle. Voilà. Messieurs. Oui, ce que je me demandais, c'est que lorsque vous parlez du tournant au XVIIe siècle, Hobbes, Locke, XVIIIe Rousseau, est-ce que ces penseurs essayaient de se baser sur des éléments historiques? Enfin, comment ils pouvaient décider que l'homme est né seul et qu'il s'est mis en société par intérêt, par exemple? Alors, quelle est la base sur quelle base se fondait-il? Alors effectivement, c'est le grand reproche que leur fait par exemple Joseph de Maistre. Vous nous parlez du contrat social, montrez-nous l'acte, dites-nous quand il a été signé et par qui. Bon, et c'est la seule réponse à faire d'ailleurs. Rousseau reconnaît que tout cela, et Locke reconnaissent que tout cela c'est une fiction historique. C'est une construction, c'est une autre logique intellectuelle. C'est une construction fictive. C'est ça, un peu comme la théorie du genre. En quelque sorte. Je voudrais revenir sur votre description là, de cet art royal. Où est-ce qu'ils ont appris est-ce que ça existait déjà avant? Où est-ce qu'ils ont appris ce truc? Alors ça, je ne sais pas. D'où vient cette capacité de manipuler si puissante? Je pense que... mais là, c'est une simple hypothèse. Parce que, ça avait déjà été fait ou c'est une première? Là, avec la Révolution, on inaugure. Je pense qu'on a au départ, partout, des groupes d'hommes bien organisés, qui se concertent entre eux, ça on le sait, de ville en ville, et nous avons une réaction pragmatique. Comment est-ce qu'on va faire pour l'emporter, alors que nous sommes quelques dizaines face à 800 bonhommes? Comment est-ce qu'on va faire? Bon, et à partir de là, de manière très pragmatique, ils ont défini les moyens d'y arriver. Voilà. Je pense que c'est ainsi que les choses se sont passées. Et il n'y a pas eu de réaction de la part du peuple français à ce moment-là, par rapport à ces manipulations évidentes?
qui sont énormes. Oui, mais vous avez... Alors là, oui, vous insistez sur un point dont je n'ai pas parlé, et dont il est important de parler. Il y a deux éléments dans la régénération révolutionnaire. D'abord, il y a la manipulation du vocabulaire, la manipulation de la langue, qui est à l'époque un phénomène relativement nouveau. Après la terreur, la harpe, qui est un voltairien, mais un voltairien converti par un an de prison pendant la terreur. Parfois la prison ça fait du bien. Et la harpe est ressortie de la terreur, effaré, et il a écrit un livre sur le fanatisme et sur la manipulation du langage par la révolution. Il explique notamment que la langue révolutionnaire emploie les mots à rebours de leur sens. Voilà. Alors on peut prendre les mots les uns après les autres. Les mots peuple, liberté, égalité, progrès, tous les mots mobilisateurs et tous les mots qui stigmatisent fanatisme, aristocrate, etc., sont tous des mots piégés. Quand on parle du peuple, on imagine que l'on parle des 29 millions d'habitants. Ben non, dans la bouche des révolutionnaires, le peuple, c'est la partie du peuple qui adhère à la révolution. Voilà, ce sont les militants. C'est ce qui permet à Chabot, en 1792, de dire les sans-culottes qui sont la majeure partie du peuple. Alors que les sans-culottes, en France, ils doivent être quelques milliers, pas plus. Les sans-culottes qui sont la majeure. C'est ce qui permet à une société populaire d'une dizaine de militants qui fait régner la terreur dans une ville qui compte 3 000, 5 000 habitants, c'est-à-dire le peuple de cette ville demande que. Voilà, le peuple. Donc il y a cette manipulation. Le mot patrie, alors la manipulation du mot patrie est très intéressante, parce que quand on parle de la patrie, on pense au territoire, à l'histoire, à la communauté de vie. Et pour les révolutionnaires, la patrie, c'est la constitution, c'est la révolution, c'est les droits de l'homme, c'est les valeurs idéologiques du contrat social. Donc quand on dit la patrie en danger, le paysan comprend mon village va bientôt être envahi et mes proches massacrés, donc il faut que j'y aille, alors que l'orateur qui lui parle lui dit la constitution est menacée, la révolution est menacée, et c'est ça qu'il faut défendre. Voilà. C'est ce qui explique qu'on puisse être un patriote alors qu'on est allemand, autrichien ou anglais, parce qu'on adhère à la révolution, et qu'on puisse être un ennemi de la patrie alors qu'on est un bon français, mais qu'on n'adhère pas à la révolution, dans l'Ouest par exemple. Voilà. Alors cette manipulation du mot patrie, c'est ce qui a permis de forger toute la légende de la trahison de certaines parties de la population en 92 et 93. Voilà. Il n'y a pas de trahison, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Alors d'abord, il y a la manipulation du langage. Ça, c'est un point important. Avec le mensonge, avec tous les instruments de manipulation. Je vous ai parlé du jeu des sociétés affiliées. Augustin Cochin donne un autre exemple. La manière dont s'y prenaient les proconsuls pour se faire obéir dans les départements. Le maire recevait une lettre. Nous avons constaté que tel décret n'est pas appliqué, tel décret n'est pas appliqué, etc. Vous êtes les derniers à résister. Alors le type, évidemment, nous sommes les derniers. Ah bon ? Bon, déjà, il commence à se sentir une fraîcheur à l'endroit du cou et à se dire, on va vite se mettre en règle. Sauf que, s'il avait Internet ou s'il avait son portable, il pourrait appeler le maire du village voisin qui a reçu la même lettre. Puis celui-là, ils sont 50 à avoir reçu la même lettre. En fait, ils ne sont pas les derniers à résister. Tout le monde résiste. Tout le monde résiste, mais on fait croire à chacun qu'ils sont les derniers. Donc les gens se retrouvent seuls. Voilà. Alors, il y a un troisième élément, c'est évidemment la peur, la terreur, la violence. Et cette violence, on la voit dans les assemblées du tiers-État en mars 89. On la voit autour de l'Assemblée des États généraux. Le 20 juin 89, au moment du serment du jeu de paume, on a un député, oh il est précieux ce député, Martin Dauch. Bien. Martin Dauch, il a député de Castelnaudary,
il a refusé le serment du jeu de paume. Il a signé opposant. Adrien Duquesnoy, qui n'est pas loin de penser comme lui, mais qui est beaucoup plus prudent, de commenter dans son journal, qui est rédigé au jour le jour. Cet homme commet vraiment un acte insensé. Signé opposant, seul contre tous, dans une assemblée excessivement intolérante, où les opinions ne sont pas libres, où 5 ou 6 types en oppriment 580 en leur parlant sans cesse de liberté. On ne parle pas de la Convention, on parle de l'Assemblée du tiers-État de 89, celle qui va rédiger la Déclaration des droits de l'homme. Une assemblée excessivement intolérante où les opinions ne sont pas libres. Ben, Martin Gauche, on l'a fait sortir par la petite porte pour lui éviter d'être lynché à la sortie, et on lui a conseillé de ne pas réapparaître avant plusieurs jours. Et des incidents de ce genre, il y en a déjà plusieurs en juin 89. Et puis, il y a les journées de juillet. Les journées de juillet, tentative de reprise en main par le roi qui échoue. L'armée a mentalement basculé dans le camp de la Révolution. L'armée est gagnée à la Révolution, elle n'obéit plus. Et puis, la prise de la Bastille et le massacre qui suit. Il faut songer ce qui s'est passé, enfin, il faut se figurer ce qui s'est passé. Le gouverneur de la Bastille qui se fait lyncher. Puis après, comme on a trouvé ça assez amusant, on réserve le même sort au prévôt des marchands. Et puis aux officiers de la garnison. Ça fait tout de suite une dizaine de têtes qui se promènent au bout des pics. C'est d'ailleurs la gravure que j'ai choisie pour la couverture du livre. C'est la vengeance populaire au soir de la prise de la Bastille. Un tableau qui a été peint en 1794, à l'époque de la Révolution. Un tableau qui est très peu connu, mais qui montre une chose, c'est que la terreur, elle commence. Elle n'a pas attendu 93 ou 92, elle commence dès 89. Voilà. Il faut imaginer que dès juillet 89, il y avait des listes de proscription qui circulaient. C'est le député du tiers-État, Jean-Baptiste Salles, qui le dit, avec des personnalités qui sont dessus, celles auxquelles le roi a demandé de partir d'ailleurs, parce qu'il ne pouvait plus garantir leur sécurité. Quelques jours plus tard, on lynche l'intendant de Paris et son beau-père, Foulon de Douai, qui était ministre de Louis XVI une semaine avant. Imaginez, pour transposer la situation, que les choses dérapent un peu en France, au cours des manifestations, et que, en l'espace d'une semaine, se fasse lyncher, pas assassiner, lyncher, le directeur de la santé, le maire de Paris, le préfet d'Île-de-France, c'est ça, l'intendant de Paris, c'est le préfet d'Île-de-France, et le ministre du budget. Tout de suite, ça crée une ambiance. Bon. Après, la tête de l'intendant de Paris, elle a été la tête de Méduse, agitée devant tous les intendants de France. Dans les jours qui ont suivi, ils sont tous démissionnés. Certains même sont partis à l'étranger, puis ils ont démissionné après. On ne sait jamais. Hein, faut filer vite. Le lieutenant général de police, c'était quelqu'un d'efficace. Il tenait Paris, avec 30 agents. C'était vraiment quelque chose de très efficace. Quand il a vu ce qu'on avait fait au prévôt des marchands, il a pris son portefeuille, il est allé à l'hôtel de ville, voici mes pouvoirs et mes papiers, je vous les remets. Voilà. Je m'en vais, hop, je ne compte plus. S'il avait tenu 48 heures de plus, sa tête serait allée s'ajouter aux autres. C'est une évidence. Parce qu'il était le lieutenant général de police de Paris. Alors vous comprenez pourquoi il y a eu... La résistance était difficile. Alors elle a eu lieu localement, en province, là où la population, vous savez, dans l'Ouest, le rapport de force est inversé. J'étais encore aux archives du Morbihan. Bon, j'ai étudié le cas d'un patelin, 3000 habitants. Bon, ben, les patriotes, ils sont 5, peut-être 6. 6, et puis en face, alors il dit dénonciation du conseil municipal. Ce sont tous d'anciens officiers seigneuriaux, ils sont liés aux anciens seigneurs, ils persécutent le curé jureur, etc. Bon, oui, mais le district n'ose pas intervenir, parce qu'il sait bien que s'il casse les élections, c'est les mêmes qui seront élus. D'un côté, ils sont 4, de l'autre, ils sont 700.
Voilà, bon, voilà, alors là, effectivement, on peut réagir. On peut réagir parce que là, ils sont tranquilles. Paris est loin. Voilà. Mais tout dépend du climat. Alors évidemment, tout ça a donné la chouannerie ensuite, et la guerre de Vendée un peu plus au sud. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. La commune de Paris n'est pas un contre-exemple, justement. C'est-à-dire C'est-à-dire que là, c'est le pouvoir en place qui a tué tous les blanquistes, en fait. Les blanquistes étaient prêts à prendre le pouvoir de Paris. Et... Ah, vous parlez de la commune de 1871. Oui, voilà, c'est ça, je parlais de ça. Alors, bon, qui est un sujet que je connais moins bien. Mais la commune de Paris, si ma mémoire est bonne, bon, il y a d'abord eu le comité central de la garde nationale qui est resté une semaine, qui a organisé les élections et qui a mis en selle la commune. Bon. La commune était elle-même divisée en deux tendances principales. Une minorité, disons, qualifions-la de socialiste humanitaire, et qui a été étiquetée girondin, ce qui ne sentait pas bon pour eux, et une majorité qui voulait refaire 93. Voilà. Et ce sont eux qui dominaient le jeu. Et à la fin, au moment où on commence à exécuter les otages, on commence avec l'archevêque de Paris et quelques prêtres, mais la minorité socialiste humanitaire sait elle est ensuite sur la liste. Enfin, ce sont eux qui seront, si la commune avait duré une semaine de plus, c'est eux qui y seraient passés aussi. Donc il y a effectivement ce jeu de radicalisation où les plus radicaux éliminent toujours les plus modérés. Voilà, ça c'est clair. Enfin, moi c'est ainsi que c'est le schéma que l'on voit tout au long de la Révolution entre 89 et 94, et c'est ce que je crois percevoir dans l'histoire de la Commune de Paris que je connais beaucoup moins bien. Voilà. Alors peut-être une dernière question ici, et puis ensuite on pourra continuer autour d'un verre et des livres. Alors j'ai une question à propos de, justement, vous dites, si les idées des révolutionnaires sont, on peut dire aujourd'hui, alors peut-être une exagération, sont mortes, c'est-à-dire que personne ne les croit, comme vous dites, à la télévision, leur symbolique est clairement vivante, c'est-à-dire même la manif pour tous utilise des cocardes tricolores, des drapeaux, des bonnets phrygiens, etc. C'est regrettable. Et même récemment, j'ai vu un colloque organisé par l'évêque de Fréjus sur laïcité et religion, où on voit des têtes de Marianne, des bleus, blancs, rouges, etc. Alors, est-ce que c'est parce que la symbolique républicaine est très forte et on fantasme, soi-disant, sur un moment où la République était plus digne que maintenant, ou est-ce que c'est que les agitateurs de la Manif pour tous et autres utilisent cette symbolique parce qu'ils sont eux-mêmes républicains? Enfin, comment est-ce que vous expliquez le... Alors, d'abord, petite nuance Ouais. préalable, je ne vous dis pas que les idées révolutionnaires n'ont plus aucune assise dans la population. Elles ont une assise dans une... Elles sont d'abord encore défendues par une grande partie de la population. Et surtout, elle est enseignée à l'école. Elle est enseignée à l'école. Fondamentalement. Elle est enseignée à l'école. Et parmi ceux qui s'en démarquent à bien des égards, il y en a des quantités qui sont en partie gagnées à ces idées-là. C'est clair. Non, le phénomène actuel, je crois, c'est qu'il y a une sorte de divorce entre la population et l'oligarchie qui gouverne. Et ce divorce fait que la confiance n'existe plus, qu'il y a un rejet des partis politiques, il y a une méfiance à l'égard de ce que peuvent dire les journalistes. Mais ça ne va pas jusqu'à une remise en cause des valeurs et des symboles, ou en tout cas, cette remise en cause, elle existe dans une partie grandissante de la population. Ensuite, savoir si cette partie est majoritaire aujourd'hui ou ne l'est pas, je ne m'y risquerai pas. On part de très bas, donc on a quand même beaucoup de terrain à remonter. Voilà. Alors ensuite, s'agissant de l'évêque de Fréjus, de la Manif pour tous, bon, je ne peux pas porter du jugement sur telle ou telle personne, mais il est certain que dans un certain monde modéré, et c'est le propre d'ailleurs des modérés, Les gens bien élevés.
bien élevés, ou par, pour partie parce qu'on est tributaire de ses idées. On est prisonnier d'un schéma mental dont on refuse l'expression la plus radicale, mais malgré tout, on est quand même dans ce schéma mental. Typiquement, c'est la position de l'UMP par rapport à la gauche. Ce sont des modérés, ce sont des Girondins. Ils sont dans la même position que les Girondins par rapport aux montagnards. Ce sont les modérés de gens plus radicaux. Alors, ils s'opposent aux radicaux, mais en même temps, ils sont dans le même moule mental. Et donc leur opposition est forcément très limitée, parce que pour avoir une opposition efficace, il faut une stratégie de rupture, qu'ils sont incapables de concevoir. Alors justement, c'est une dernière question sur le problème que vous avez posé pendant toute votre conférence sur la question de la légitimité. Oui. Si votre analyse est juste, le pouvoir qui gouverne la France aujourd'hui n'est plus un pouvoir légitime. Et certaines des lois qui viennent de voter ne sont pas des lois légitimes. Donc il faudrait arriver jusqu'à dire ces choses très clairement, et que ceux qui s'opposent dans la rue, qui par millions, etc., aillent jusqu'à cette conséquence. Oui. Ceux qui ne le font pas. Alors, il y a quelque... Je pense qu'ils le pensent. Si. Alors, il y a quelque chose de très intéressant à cet égard-là. La plus intéressante des 3 manifestations qui ont eu lieu l'année dernière, c'est la dernière, celle du 26 mai. Parce que cette manifestation, elle a eu lieu après la promulgation de la loi. Et une manifestation de 800, 900 000, 1 million de personnes, bon, peu importe le chiffre d'ailleurs, d'un très grand nombre de personnes, contre une loi votée, ratifiée par le Conseil constitutionnel, et promulguée, ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça veut dire, ça a beau être, on a suivi toute la procédure, on l'a suivi, on a respecté la procédure constitutionnelle, elle est promulguée, elle est officiellement la loi, mais pour nous elle n'est pas la loi. Elle est illégitime. Alors là, les 800, 900 000 qui étaient là, ou 1 million qui étaient là dans la rue le 26 juin, et le 26 mai, et ceux qui ont continué à manifester dans les jours suivants au péril de leur liberté, ceux-là, ils ont bien compris qu'il y avait une différence entre la légalité et la légitimité, et qu'on avait affaire à une loi qui n'était pas légitime. Et ceux qui, dans le même ton, demandaient le départ du chef de l'État, ne faisaient qu'exprimer d'une manière abrupte la remise en cause de la légitimité d'un gouvernement qui ne respecte pas la finalité de tout gouvernement légitime, c'est-à-dire la poursuite du bien commun. Il n'y a pas de notion de bien commun. Voilà. D'abord, il est absent du discours, et puis ensuite, dans les actes, il y a à l'inverse une destruction de tout ce qui constitue le bien commun. Voilà. Un mépris de la justice, même un mépris des populations qui sont gouvernées. Peut-être l'un des épisodes les plus caractéristiques, c'était l'histoire de Madame Taubira et du syndicat de la magistrature, avec le fameux mur des cons. Et les réactions auxquelles cela a donné lieu de la part des membres du cabinet, et ça a montré le prodigieux mépris qui ne se cache même plus de ceux qui gouvernent pour ceux qui sont gouvernés. Voilà. Il y a un moment où l'oligarchie qui gouverne méprise ceux dont ils sont censés s'occuper, alors là, qu'est-ce qui peut faire un gouvernement? Il n'y a plus aucune trace de légitimité. Parce qu'ils sont là précisément pour s'occuper d'eux. Voilà. Alors merci beaucoup Monsieur Pichot-Bravard. Pour ceux qui le souhaitent, donc une séance de dédicace peut avoir lieu. Comme nous organisons un petit pot après, ceux qui sont assis sur une chaise pliante, s'ils peuvent la plier et la pousser sur les côtés, Et pour les dédicaces, si vous voulez, c'est ici, et un pot a lieu.